14 novembre 2019. Naftali Bennett, alors depuis 2 jours ministre de la Défense, se rend dans le nord, à la frontière avec le Liban et la Syrie, et promet à l'Iran et au Hezbollah de ne leur faire aucun cadeau. Mai 2020, Benny Gantz lui succède. Mais l'ex-chef d'état-major décide de se rendre dans le sud, à la frontière avec Gaza. Le jour pourtant où Hassan Nasrallah, le secrétaire général du Hezbollah, affirme que le mouvement terroriste l'a fait plier 20 ans plus tôt lorsque Gantz était un commandant au sud Liban. Mais face à une attaque frontale de Nasrallah, l'actuel ministre de la Défense ne répond pas, contre-pied calculé ou manque d'autorité dans un Proche-Orient où la politique de la force est pourtant privilégiée. Seules les prochaines semaines nous le dirons. Nouveau numéro de Défense, c'est parti. Bonsoir Océane Nicole. Bonsoir Mathias. Vous nous parlez justement cette semaine d'une opération dont on pensait qu'elle était uniquement à l'origine du Mossad, et pourtant l'arrestation d'Adolf Eichmann a bien été orchestrée par le Shabak. Exactement, c'était donc en 1960 et c'était donc une opération conjointe entre le Mossad et le Shabak. Ce sont donc toutes les deux, on le sait, des agences israéliennes de renseignement, mais habituellement, généralement, le Mossad travaille et opère à l'étranger, tandis que le Shabak opère, lui, uniquement sur le territoire israélien. Et si elles peuvent être en concurrence, eh bien, il y a 60 ans, lors de l'arrestation d'Adolf Eichmann, eh bien, selon les révélations de Nadav Argaman, eh bien, le chef du Shabak lui-même, eh bien, les deux agences de renseignement ont donc bien collaboré ensemble. Regardez les déclarations qu'il a faites il y a quelques jours. Il y a 60 ans, l'avion El Al décollait de Buenos Aires avec à son bord le criminel nazi Adolf Eichmann. C'était la fin d'une opération complexe du Mossad et du Shabak, loin des terres israéliennes, dans un environnement étranger et inconnu. Cela reposait sur une planification opérationnelle rigoureuse et précise. Les combattants de cette opération ont fait preuve de courage, de professionnalisme et de détermination lors de cette prise de parole. C'était donc il y a quelques jours. Nadav Argaman a également dévoilé des photos, des documents datant, vous les voyez justement à l'écran, prouvant que le Mossad et le Shabak ont bien collaboré ensemble en 1960. Il y a même cette photo, un sac qui servait à l'époque, qui cachait une caméra cachée pour filmer justement les mouvements de ce criminel nazi. Comme quoi 007 avait aussi des origines moyen-orientales. Est-ce que vous pouvez rapidement nous rappeler comment ça s'est passé justement, comment cette arrestation s'est déroulée? Alors c'était il y a 60 ans, le 11 mai 1960, donc ça fait tout juste 60 ans, on a fêté l'anniversaire. Alors pour rappel, Adolf Eichmann, c'était l'homme de la solution finale, c'est lui qui a mis en œuvre ce plan d'extermination des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Petit retour en arrière, nous sommes en 1945, la guerre vient de se terminer et Adolf Eichmann décide donc de quitter l'Allemagne. Il se réfugie en Argentine où il se cache et pendant de longues années, bien finalement, le Mossad et le Shabak conjointement arriveront à mettre la main sur ce criminel nazi et le ramener en Israël, à Jérusalem, où il sera jugé. À la descente du bus, et qu'est-ce qu'il déclare lorsqu'il est arrêté? Il déclare « J'ai déjà accepté mon sort », ça veut tout dire. Merci Océane Nicole, toujours aussi précise. Merci à vous. Alors, vous signez justement un sujet cette semaine sur l'actualité également sécuritaire de la région. Ce sont ces attaques conjointes iraniennes et israéliennes, ces attaques cybernétiques. Vous êtes allé à la rencontre d'une des sociétés justement qui est spécialisée dans la lutte cybernétique. Regardez avec Daniel Bock d'ailleurs. On en parle juste après et vous nous invitez. Elles sont de plus en plus utilisées sur tous les continents. Les cyberattaques, leur cible, des entreprises, des organismes, des infrastructures ou même des pays tout entiers. Récemment, c'est l'Iran qui a fait des cyberattaques son cheval de bataille contre Israël. Et si les dégâts sont pour l'instant contrôlés, les dommages sont avant tout psychologiques. Même si le résultat n'est pas important, dans la conscience collective, les médias en parlent, donc ça a fait du bruit et c'est important pour eux. Il y a les cyberattaques au niveau national, entre les pays, et là, les dommages sont plus grands et sont en accord avec la taille de la menace. Ces attaques visent les infrastructures comme l'eau, l'électricité, et les dégâts sont énormes au point même de tuer des gens. Il y a aussi les cyberattaques quotidiennes, et là, les dommages sont financiers, mais ils peuvent être aussi parfois encore plus importants car ils touchent à la réputation d'une entreprise ou d'un organisme qui s'est justement fait hacker. Mais comment faire face à ce nouveau mode d'attaque?
Depuis 2013, l'entreprise israélienne White Hat lutte contre les cyberattaques. On les appelle dans le milieu les gentils hackers. Ici, 70 personnes travaillent jour et nuit. Devant leurs ordinateurs, ces pirates informatiques repèrent, analysent, apprennent les cyberattaques. Objectif, avoir un coup d'avance sur les cybercriminels pour savoir contre-attaquer à leur tour. Tout dépend de la manière dont on prend le problème, si tu te places du côté de la défense ou du côté de l'attaque. Si tu te mets du côté de la défense, il s'est passé quelque chose, donc tu te défends. Mais si tu te places du côté de l'attaquant, là c'est différent. Peu importe ce qui se passe de l'autre côté, ce que tu veux, c'est contre-attaquer l'adversaire. Et c'est justement ce que nous faisons. Tous les employés que nous avons ici, ce sont des hackers, des pirates informatiques, mais des gentils pirates. Et tous les jours, on cherche à voir ce qui se passe chez les mauvais hackers. On regarde leurs techniques, on les apprend pour les contre-attaquer. White Hat travaille avec près d'une quarantaine d'entreprises privées et publiques, mais aussi avec le ministère israélien de la Défense. On veut aider les entreprises et les organismes à minimiser les risques en les mettant à jour sur les nouvelles cyberattaques pour qu'ils puissent les surmonter et se défendre. Lorsqu'un de nos clients est visé, on regarde si le genre d'attaque est répertorié chez nous et on contre-attaque. Un nouveau mode de fonctionnement qui est en constante évolution. Mais dans cette entreprise israélienne, des pirates informatiques travaillent essentiellement dans la recherche, justement pour s'adapter aux cyberattaques de demain. Presque tous les jours, on répertorie et on identifie de nouvelles cyberattaques qui n'existaient pas avant. On arrive à les identifier car nous faisons un travail de renseignement et nous sommes très actifs dans la communauté des pirates informatiques. On joue vraiment le rôle de vrais hackers méchants dans ce monde-là, justement pour pouvoir s'infiltrer et savoir ce qu'ils font de nouveau pour que l'on puisse s'adapter et contre-attaquer. Des entreprises comme celle de White Hat, il y en a au total en Israël près de 300. Des entreprises qui luttent quotidiennement contre ces cyberattaques. Des attaques qui viennent des 4 coins du monde et il suffit d'un clavier et d'un ordinateur pour frapper fort. Et je reçois Arik Brabing. Merci d'être notre invité aujourd'hui dans l'émission de Défense. Vous êtes l'ancien chef de l'unité du cyber au sein de Shabak. Vous avez raccroché en janvier 2018. Avant de parler de votre spécialité, le cyber, j'aimerais revenir sur cette déclaration de Nadav Argaman, le chef des renseignements intérieurs actuels, qui a déclaré que le Shabak avait pris une partie intégrante de l'arrestation d'Adolf Eichmann. Pourquoi avoir attendu autant d'années ? Le Shabak et le Mossad coopèrent, mènent des opérations conjointes un peu partout dans le monde, qu'on ne peut pas détailler, évidemment, vous le comprendrez. Nadav Argaman, le chef de l'organisation, a décidé qu'à l'occasion du 60e anniversaire de la capture d'Adolf Eichmann, eh bien, il était temps de raconter ce que le Shabak avait fait aux côtés du Mossad. La plupart du temps, vous savez, le Shabak n'a pas pour habitude de rendre public ces opérations, mais cette fois-ci, étant donné que cette date est historique et que pour les Israéliens, cet événement est d'une importance suprême, eh bien Nadav Argaman a décidé de raconter cette histoire. Il y a évidemment beaucoup de concurrence entre les deux services de renseignement, mais c'est une concurrence positive qui amène la sécurité aux Israéliens. Question à 1000 €, Arik Brabing. Est-ce que c'est Israël qui a attaqué l'Iran? Revenons justement au cyber la semaine dernière. Écoutez, j'ai vu ça dans les journaux comme tout le monde et je ne suis pas vraiment un expert en la matière. Est-ce qu'on sait qu'Israël a préparé sa défense au niveau cybernétique? Est-ce qu'Israël s'est également attaqué? Israël a bâti ses capacités défensives durant ces 20 dernières années. Déjà en 2002, une loi a été votée pour défendre les infrastructures stratégiques, l'électricité, l'eau, qui sont si critiques pour faire fonctionner l'État d'Israël. Et lorsque vous êtes capable de défendre aussi efficacement vos infrastructures, vous êtes capable également de passer à l'offensive. Et vous le voyez de temps à autre dans la presse israélienne ou étrangère, ce qu'Israël est capable de faire. Je repose ma question finalement. Lorsque vous avez ouvert votre journal et que vous avez lu cet article sur une fameuse attaque israélienne en Iran, vous avez été surpris?
Eh bien, j'ai tout de suite pensé que c'est une puissance cybernétique qui avait mené cette opération, cette attaque cyber, qui demande énormément de renseignements sur le plan humain, sur le plan technologique, mais également une puissance cybernétique capable de se défendre et de faire face à des représailles. Israël, et ce n'est un secret pour personne, fait partie du club prestigieux des 5 puissances cybernétiques du monde. En Israël, on a un écosystème impressionnant de haute technologie, de cybernétique, et nous développons énormément de services et de capacités cybernétiques sur le plan civil, sur le plan militaire, et un État comme Israël qui est entouré de nombreux ennemis, eh bien, il vaut mieux qu'elle soit préparée à faire face à des attaques cybernétiques et à y répondre, et à répondre à certaines représailles. Ce qui m'a gêné la semaine dernière, c'est que lorsque le chef d'état-major Aviv Kochavi a dit que l'armée israélienne était capable d'opérer avec beaucoup d'outils, dont des outils non conventionnels. Il y a un mot en hébreu, on dit amimut, la politique de retenue. Est-ce qu'il ne fallait pas se taire complètement ? La politique de l'ambiguïté menée par Israël se poursuit depuis de très nombreuses années. Je crois que ces dernières années, disons ces 5-7 dernières années, il y a moins d'ambiguïté. Mais dans un monde de conscience, il est important de bien faire comprendre qui se cache derrière une attaque pour faire comprendre à nos ennemis quelles sont nos capacités en termes de cybernétique, en termes d'armement, et faire passer un message fort en rendant public ou en revendiquant la responsabilité de telle ou telle opération. Mais je crois qu'effectivement, sur le plan des cyberattaques, il vaudrait mieux garder une certaine ambiguïté et ça préserve la sécurité des Israéliens. Ça tombe bien, je vais vous poser une question sur le rôle du Shabak. Lorsque l'Iran attaque des infrastructures civiles, c'est comme si l'Iran avançait finalement à découvert, puisqu'il le sait, à un moment ou un autre, le Shabak va le savoir. Pourquoi une telle stratégie dans ce cas-là de Téhéran ? Tout d'abord, dans à peu près tous les cas, et dans ce cas-là, l'Iran tentera à tout prix de masquer son opération. Parce que la cyberattaque vous permet justement de garder cette confidentialité ou de masquer votre identité. Il est souvent difficile de savoir qui se cache derrière cette attaque. Et je crois que sur le long terme, la politique de l'ambiguïté sert l'agresseur. D'un autre côté, les services de renseignement israéliens, l'unité 8200, les renseignements militaires, les services de contre-espionnage, sont tout à fait capables de savoir qui se trouve derrière ce masque que porte l'agresseur. Après avoir lu, ça sera ma dernière question, Arik Brabing, ancien chef de l'unité des cyber au Shabak. Après avoir lu cet article justement sur cette fameuse opération attribuée à Israël en Iran, est-ce que vous arrivez à dormir ? Je n'ai pas dormi pendant presque 27 ans. Aujourd'hui, je dors sur mes deux oreilles parce que je sais que de l'autre côté, pas très loin d'ici, il y a de nombreux agents qui, sur le plan du renseignement humain, du renseignement technologique, qui, au sein de l'establishment sécuritaire israélien, travaillent d'arrache-pied et je leur fais confiance. Certains d'entre eux, je les ai dirigés lorsque je dirigeais cette unité cyber du Shin Bet et aujourd'hui, ce sont eux qui sont à l'œuvre et je leur fais confiance. Merci Arik Brabing. Vous avez raccroché donc en janvier 2018. Merci d'avoir été mon invité dans cette émission Défense. Merci. Toda.
Et mon deuxième invité, justement, concernant cette notion du cyber, Ricardo Barecki, vous êtes le président du Cyberpol. Merci d'être avec nous. Est-ce qu'on peut dire que le monde regarde en spectateur, de manière passive, la cyberguerre entre Israël et l'Iran ? Absolument, et je pense que c'est une situation très problématique alors que la communauté internationale du renseignement est pleinement consciente de ce qu'il se passe. Le fait que la communauté internationale en général et l'Europe en particulier rechigne à réagir est un vrai problème. D'ailleurs, les États-Unis s'inquiètent de ces développements. Je crois qu'il est essentiel de bien comprendre les risques qu'une telle passivité peut engendrer. En termes d'information, il est évident que l'Iran a des projets et ne compte pas s'arrêter là. La question est de savoir, Ricardo Barecki, après Israël, quelle sera la prochaine cible de l'Iran ? Je crois que pour le moment, l'Iran est en train de se livrer à ce qu'on pourrait appeler des attaques de surveillance. Le pays teste le terrain, cherche où les barrières se trouvent, il regarde là où il peut aller. Il est clair que les États-Unis pourraient être une cible à l'avenir. On a toujours dit qu'Israël est menacé par l'Iran. Il ne faut pas oublier que les aptitudes en termes cybernétiques de l'Iran sont en constant développement et se sont considérablement améliorées au cours de ces 10 dernières années, grâce à des nouvelles technologies que le pays a acquises en s'inspirant d'autres pays ennemis. Donc le risque existe. La question qui se pose, c'est à quel point sommes-nous prêts face à une attaque de grande envergure? Je crois que pour le moment, nous n'avons pas encore vu arriver ces véritables attaques. Est-ce que vous pensez que l'Iran est un acteur incontournable de la cyberguerre, des cybercriminalités ou du cyberterrorisme ? Tout à fait. Vous savez, ça fait longtemps que l'Iran encourage et finance des activités terroristes et on le voit bien depuis ces 15 dernières années à l'échelle internationale. Certains pays refusent de le reconnaître et je pense notamment aux pays européens qui sont réticents à admettre qu'il y a un risque et qui ont une attitude très passive face à la menace, alors qu'ils devraient être de vrais alliés pour Israël. Maintenant, s'il y a une escalade, je pense que nous allons nous retrouver dans une situation difficile à l'avenir et que l'Iran pourrait commettre un attentat de grande ampleur. Très rapidement, Ricardo Barecki, ce sera ma dernière question. Est-ce que les chefs d'État avec qui vous êtes en contact, notamment sur le sol européen, ont pris conscience de la de la menace que pèse aujourd'hui l'Iran que fait peser l'Iran sur le monde? Absolument. C'est au sein de l'Union européenne que la menace risque de s'intensifier. Je l'ai vu et j'en ai fait l'expérience moi-même. Les chefs d'État européens sont totalement conscients de la menace. Ce n'est pas nouveau, ça fait longtemps qu'ils en parlent. Mais le problème qu'il y a en Europe, et je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est le manque de compréhension et de coopération entre les services de renseignement au niveau international. Par conséquent, ce risque augmente de manière systématique depuis 2013. Merci beaucoup, Ricardo Barecki. Toujours un plaisir, président du Cyberpol, d'être notre invité dans l'émission Défense. Thank you. Elles sont quatre jeunes filles israéliennes qui rêvent d'intégrer les unités commando de l'armée israélienne. Nous les avons rencontrées, on en parle juste après. Martin Luther King a dit un jour « Croyez en vos rêves et ils se réaliseront peut-être. Croyez en vous et ils se réaliseront sûrement. » Un rêve pour l'instant inaccessible pour ces jeunes filles. Elles ont entre 18 et 19 ans et viennent de déposer un recours à la Cour suprême. Leur objectif, pouvoir s'engager à terme dans des unités d'élite de l'armée israélienne, ou du moins être autorisées à passer les concours d'entrée. Jusqu'à aujourd'hui, le pays m'a tout donné. C'est à mon tour aujourd'hui de le lui rendre. C'est ce que je veux et pourtant, je ne le peux pas. Donnez-nous la possibilité de prouver ce dont nous sommes capables. Si nous le sommes, nous serons acceptés. Dans le cas contraire, ok. Considérée comme l'une des armées les plus féminisées au monde, y compris dans des unités combattantes, Tsahal a toutefois un train de retard, notamment face aux États-Unis et à l'Angleterre, qui ont ouvert leurs portes aux femmes, aux prestigieux Rangers, SEALs et autres SAS. Je suis en colère.
Je veux tellement y arriver et les gens ne comprennent pas pourquoi. Mais eux le peuvent, et moi? On me le permet pas et je veux être commando marin. Pas uniquement pour d'autres femmes, mais parce que j'en rêve depuis mon plus jeune âge. Je crois savoir que vos demandes de service actif ont été rejetées. Ça vous a foutu la rage. Ça, vous pouvez le dire. Tant mieux. J'aime qu'on ait la rage. Gali se dit d'ailleurs inspirée par ce film, À armes égales, où l'actrice américaine Demi Moore défie tout un pays, toute une armée pour intégrer les Navy Seals. Gali, aussi, veut briser les barrières. Le fait que les hommes aient un a priori sur les femmes, c'est leur problème. Ils n'ont pas testé nos capacités. Ils me discriminent parce que je suis une fille, et c'est inacceptable. Mais il va falloir pour cela que le nouveau ministre de la Défense, Benny Gantz, se prononce en faveur de l'incorporation de femmes dans les unités d'élite. Lorsqu'il était chef du commandement terrestre, lui, l'ancien parachutiste. 8 chefs d'état-major sont issus des parachutistes, ça prouve beaucoup sur le niveau de l'unité. Et quand je regarde l'histoire, Hannah Senesh ou Aviva Reich, il y avait avant des femmes parachutistes. Pourquoi pas aujourd'hui? Sauf que pour Moore, ce n'est pas une fiction. Elle veut intégrer l'unité militaire des infiltrés, les Duvdevan, l'une des unités antiterroristes les plus impliquées dans les opérations complexes dans les territoires. Si vous me demandez ce que j'ai de différent ou de plus que les hommes, je suis déterminée. Je ne suis pas certaine que tous les hommes le soient et j'ai surtout des aptitudes mentales et physiques. C'est exactement ce qu'il faut pour être une Mista Harevet ou une Duvdevan. C'est quoi être féminin? Je ne cherche pas à être un homme, je suis 100% une fille dans tout ce que je fais. Je veux leur prouver ce dont je suis capable, prouver que je peux faire la même chose que les hommes, sans qu'on me fasse de cadeaux. Prochaine étape de ce combat juridique, la Cour suprême a donné, selon ce recours que nous a transmis l'avocat des jeunes filles, jusqu'au 20 juillet à l'État et donc à l'armée israélienne pour se prononcer. Alors on vient de voir ce sujet et j'avais envie d'aller plus loin justement dans le débat. Et me rejoint Orit Adato, vous êtes ancien commissaire de l'Institut pénitentiaire israélien et ancien officier du corps des femmes, notamment dans le nord du pays. Orit Adato, merci d'être avec nous. D'abord, première question, est-ce que pour vous, des femmes commandos, c'est réaliste ou pas? Réaliste, oui. Tout est possible. Nous l'avons vu au sein des forces spéciales aux États-Unis qui ont ouvert leurs portes aux femmes. Je parle des marines et autres unités spéciales. Réaliste, donc, ça l'est. Réalisable, c'est possible aussi, mais ça va être très compliqué. Et je concentre mes propos sur la question des unités commando d'infanterie et de manière générale du corps d'infanterie. Parce que c'est au sein de ces unités que l'on trouve les différences physiologiques les plus significatives entre les hommes et les femmes. Au niveau de la masse musculaire, de la masse osseuse. C'est dans ces unités que l'on doit porter plusieurs dizaines de kilos sur son dos et courir sur plusieurs dizaines de kilomètres. C'est à mon sens problématique. Mais si on parle d'autres unités, comme Duvdevan, qui est citée dans ce recours à la Cour suprême, ou les commandos marins, même si eux aussi doivent marcher des dizaines de kilomètres avec un pactage très lourd. Il est indéniable que les unités spéciales comme Duvdevan sont appropriées aux femmes comme aux hommes, et on le voit depuis des dizaines d'années au Mossad comme au Shabak. Alors, vous me disiez hors antenne, notamment, et vous me citiez un exemple de la prestigieuse unité de l'armée de l'air, 669, l'unité de secours, où il fallait d'un côté d'un bras tenir l'échelle et de l'autre sortir éventuellement une personne en état de secours immédiat. Physiquement, est-ce que les filles le sont physiquement aptes pour ces unités commando? Partons du principe que peu d'hommes sont capables de le faire, de descendre en rappel depuis l'hélicoptère sur une échelle et extraire de l'eau un combattant avec tout son pactage. Il y a peu d'hommes qui en sont capables, mais ça existe, et l'unité 669 en est la preuve. À propos des femmes, on pourra toujours trouver des unités d'élite où quelques-unes seront capables de relever le défi physique. La vraie question, c'est de savoir si nous sommes prêts à changer tout le système pour permettre de manière hypothétique à certaines femmes d'intégrer ces unités. Le dispositif militaire en Israël est déjà très élargi, où les femmes combattantes sont déjà intégrées dans des unités. Mais elles sont positionnées principalement à la protection des frontières et sont capables, sans aucune distinction entre hommes et femmes, d'intervenir en cas d'opération ou d'incident. Le problème est donc uniquement dans la composition, ou plutôt les différences physiologiques.
Orit Adato, ça sera ma dernière question. Vous avez été commandant de l'institut pénitentiaire, à l'intérieur duquel d'ailleurs il y a une prestigieuse unité qui s'appelle Masada, qui est l'équivalent plus ou moins des Sayeret Matkal pour le corps d'infanterie. Est-ce que finalement vous avez le titre de général aujourd'hui? Est-ce que tant qu'il n'y a pas de chef d'état-major femme, il n'y aura pas de femmes dans les unités d'élite de l'armée israélienne? À propos de cette unité Masada que vous venez de citer, il y a des femmes, et au cœur des gardes pénitentiaires aussi. Cela signifie que ce n'est pas quelque chose qu'il est impossible de réaliser. Le fait simple que ces jeunes femmes osent, rêvent et veulent servir dans ces unités d'élite, c'est un énorme succès. Puisqu'il y a une vingtaine d'années, avant même qu'elles soient nées, il n'y avait même pas de débat ou de planification d'incorporer des femmes dans des unités combattantes, quelles qu'elles soient. Cela veut dire que la prochaine génération rêve d'autre chose, et c'est déjà important. Et Orit Adato, je reprécise ma question. Tant qu'il n'y a pas de chef d'état-major femme, est-ce qu'il peut y avoir des femmes dans les Sayeret Matkal ou dans les Shayetet 13, les commandos marins? Il y a déjà une commandante de bataillon dans l'artillerie. C'est à partir d'en bas que vient le changement. Après cela, il y aura une première femme commandante de bataillon de corps de blindés et ensuite commandante de division. On arrivera à ce qu'une femme soit une générale d'unité combattante et pourquoi pas une femme chef d'état-major. Merci beaucoup, Orit Adato. Comme d'habitude, toujours un plaisir, un privilège de vous avoir dans l'émission Défense. Cette émission est terminée. Merci à mon équipe, tout simplement, de m'avoir encore une fois accompagné. Même si parfois il y a du stress parce que vous ne le savez pas, quelques secondes d'antenne, tout n'est pas parfait, mais grâce à elle, notamment Tara et Lise, eh bien, c'est ce que vous voyez et le résultat. Merci, bonne semaine à tous sur i24 News.